Et à présent, nous vous proposons que notre envoyé spécial au Forum urbain mondial tenu au Caire, Noha Ale, a eu cette interview avec Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement, présidente de l'USH France. Allez, nous sommes toujours au forum donc urbain mondial qui se tient actuellement à Manor, au New Cairo. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Emmanuelle Cos, qui est ancienne ministre française du Logement, mais également présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, moi je suis très heureuse de parler sur votre chaîne. Alors, vous êtes ici, non pas comme invité, mais vous participez à 4 thèmes très importants. Alors, il y a le logement en Europe, n'est-ce pas? Il y a aussi les HLM, innovation pour tous, favoriser le marché du logement locatif social dans les pays du Sud, et également répondre à la crise du logement. C'est un agenda très riche et des sujets très importants. Parlez-nous-en. Absolument. Alors, c'est la première fois en fait que l'Union sociale pour l'habitat, qui en France regroupe tous les bailleurs sociaux, est invitée en tant que telle dans un forum mondial urbain. Et on nous a demandé de parler du modèle du logement social. Donc, c'est du logement locatif ou de l'accession à la propriété qui se fait avec des conditions de ressources. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde, mais c'est un logement qui est en fait bon marché, encadré par des règles étatiques, et en France c'est une tradition centenaire. Donc moi j'ai cette chance de représenter le mouvement, ça représente 5 millions de logements, donc c'est beaucoup en France, c'est à peu près 18% des résidences principales. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ONU Habitat nous a demandé d'intervenir pour présenter ce modèle, y compris au niveau européen, là, dans un workshop que j'ai fait tout à l'heure. Et puis, les Égyptiens nous ont demandé, et demain et jeudi, on a plusieurs interventions, ils nous ont demandé de présenter comment ça fonctionne en France et quelles sont les clés de la réussite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, tout le monde cherche les moyens de loger dignement sa population. Et heureusement, parce que je pense que c'est un enjeu formidable. Et ensuite, la question se pose de comment on fait pour avoir des loyers qui soient abordables, alors que la spéculation existe partout et qu'elle nous gangrène et que ça rend la vie impossible. Donc voilà, je vais essayer, moi, de démontrer les solutions françaises qui ne sont pas non plus magiques, mais elles tiennent dans le temps et elles ont quand même permis de faire des bonnes choses. Alors c'est vrai qu'en Égypte, avec cette explosion démographique, on a quand même plus de 22 millions d'habitants rien qu'au Caire. Nous avons besoin de désengorger un petit peu le Caire et le gouvernement essaye de faire des initiatives telles que vie décente. Offrir à un simple citoyen une vie décente, un logement adéquat, accessible à petit prix. Mais c'est vrai que c'est devenu de plus en plus difficile de trouver un modèle qui fonctionne. Vous avez été ministre du Logement en France, vous avez été à l'initiative de différents engagements, notamment vous avez contribué à l'adoption, vous avez conduit à l'adoption de l'agenda urbain. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, il se trouve que j'étais donc ministre du Logement en 2016, l'année où il y avait le forum Habitat 3, donc c'est le forum d'ONU Habitat. En fait, il y a souvent il y a ces forums mondiaux, et puis tous les 20 ans, il y a ONU Habitat qui est en fait une grande conférence onusienne. Moi, j'ai eu cette chance de conduire la délégation française, et surtout, on coprésidait avec l'Équateur à l'époque ce travail, donc cette grande conférence. Et on a présenté donc un agenda urbain qui était en fait les clés pour répondre aux besoins de la population en termes d'aménagement urbain et de logement. Et c'est vrai que moi, ce que j'essaie aussi de dire, c'est que la question n'est pas juste une question d'aménagement urbain. Il ne s'agit pas juste de dire je vais faire une ville à tel endroit, les routes, telle infrastructure. Si on ne se pose pas la question de où vivent les gens, quel va être le coût du logement, est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils vont louer, est-ce qu'ils vont trouver un logement décent, ou est-ce qu'ils vont vivre dans des bidonvilles, et c'est ça en fait l'enjeu. Et donc on essaie de porter ça, et on essaie aussi de défendre l'idée de l'égalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'une question, et c'est pas qu'une question entre pays très riches et pays moins riches, c'est vraiment partout. C'est est-ce qu'on donne une chance à chaque famille d'avoir un logement, et un logement où on vit correctement. Donc ça veut dire, est-ce qu'on est capable de contenir le marché pour favoriser des logements abordables. Et ça, c'est une vraie question qui se pose évidemment en France.
Vous allez à Paris, on est une capitale internationale de tourisme, donc on connaît une vie chère, très difficile, et un problème de logement très cher. Mais vous allez ici au Caire, se loger est compliqué, et en plus, il y a ce que vous expliquez sur la congestion des villes. Donc c'est vrai que les questions qui se posent pour nous, c'est d'une part que les États s'investissent. Là, ici, on voit bien que il y a un engagement très fort en fait des collectivités et de l'État pour essayer de trouver une solution à la congestion du Caire. C'est vrai que pour moi, c'est ma première fois en Égypte, je suis très impressionnée. C'est très déroutant. Mais au-delà de dire on va construire de nouvelles villes, qu'est-ce qu'on va construire dedans? Et c'est vrai qu'on est interrogé par pas mal de pays, y compris l'Égypte, de savoir comment ça peut fonctionner un système où on va louer les logements. Est-ce qu'on est capable de faire du logement de qualité qui soit pas cher? Est-ce qu'on est capable d'accueillir des familles nombreuses comme des personnes seules? Donc vous voyez, c'est des questions comme ça qui me semblent essentielles. C'est surtout l'idée, moi que je défends et que j'ai rappelé aujourd'hui, c'est loger sa population, c'est lui donner une dignité. Et on sait qu'il y a des enjeux de développement, de réussite scolaire qui sont vraiment liés au fait d'avoir un logement. Et donc c'est pour ça que moi j'essaie de pousser à ce que les États comprennent que ce n'est pas juste la question des infrastructures et d'un schéma d'aménagement, mais que c'est bien la question de comment est-ce qu'on construit des logements à l'intérieur de ce schéma qui va rendre la vie possible. Qui soit durable aussi, parce que on voit Valence aujourd'hui qui est détruite à cause d'une catastrophe naturelle, du changement climatique. On ne s'attendait pas à ce résultat-là. Le Maroc, il y a quelque temps également, qui avait été ravagé par le tremblement de terre. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est frappé et est susceptible d'être frappé, que ce soit un pays développé ou pas. Donc comment faire un logement durable? Alors, la question du dérèglement climatique, elle est énorme. Elle est énorme, elle touche tout le monde. Très clairement, on sait, parce que moi j'ai des engagements dans l'écologie depuis fort longtemps, mais on sait que le dérèglement climatique, en premier lieu, il va toucher l'Afrique. Il touche l'Afrique et notamment on a les sujets de désertification. Mais en plus, on a le sujet que dans ce continent, on a par ailleurs des mégalopoles. Donc en fait, ça touche plus vite ces très grosses infrastructures urbaines et en même temps avec une rapidité folle. Mais vous l'avez dit, en Europe, le dérèglement climatique est massif, notamment en Espagne et en France, où on est les territoires les plus impactés. Et on sait pourquoi on est touché comme ça, parce que la Méditerranée, la température augmente et on a des phénomènes de tempêtes, Et la Grèce pendant l'été. Évidemment. Alors vous avez la sécheresse, les tempêtes et surtout, on a des sols qui ne sont plus capables d'absorber l'eau parce qu'en fait, on a artificialisé. Ça, c'est une erreur monumentale. Alors en Europe, parce que je parle de ce que je connais, qui est lié à l'industrialisation, notamment depuis 70 ans, où on a réduit les espaces naturels, on a artificialisé, et donc il n'y a plus de terre dans lequel l'eau rentre. Et ça, aujourd'hui, Valence, typiquement, on paye le prix. Mais le problème, c'est ça, si vous voulez, c'est que dans le dérèglement climatique, vous avez l'impression que c'est loin, que ce qui va se passer est loin. Sauf que le jour où ça arrive, vous payez le prix immédiatement. Et ce qui se passe, c'est absolument terrible. Donc ça, en effet, il faut construire durable. Construire durable, ça ne veut pas dire tout chambouler. Mais il y a quelques idées quand même. C'est déjà restaurer la nature où on peut, y compris dans des zones qui se désertifient. On voit bien qu'on a des expériences, on arrive à replanter, à ramener de l'eau. Il y a aussi l'idée qu'on ne va pas irriguer pour rien. Il y a des territoires, il faut qu'on arrête d'avoir des terrains de golf dans des territoires où il fait très chaud. Et par contre, on peut essayer d'avoir des cultures qui, elles, vont peu consommer d'eau. Et après, il y a quels matériaux? Avec quoi on construit? Alors, en Europe, on a enfin compris, parce qu'en Europe, on avait le dogme du béton, qu'on a fortement avancé, en prenant du sable, qui venait d'ailleurs plutôt d'Asie ou d'Afrique. On a enfin revisité les modes ancestraux de construction, construire en terre-crite, refaire des briques soi-même. Vous voyez, à l'ancienne, en fait. En fait, à l'ancienne, et surtout en regardant comment on se construisait avant. J'imagine, je connais très peu la culture égyptienne, mais j'imagine bien que, par exemple, avec le Nil et l'évolution de ce fleuve, on savait construire autour du Nil autrefois. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on doit en fait avancer parce que la nature, elle revient toujours. Et ça, c'est, je pense aussi, lutter contre le dérèglement climatique et donc construire durable, c'est accepter que la nature, même si elle met 100 ans, elle reviendra toujours où elle a été avant et donc il faut savoir faire avec. Et puis après, je pense qu'il y a les sujets, et vous parliez de comment on décongestionne ces grandes mégalopoles. Il y a la question de la santé, parce que je pense qu'on a aussi des sujets qui sont liés à la pollution.
liées au fait que est-ce qu'on a une vie agréable quand on est dans des villes où en fait c'est très pollué, on n'ose plus sortir, où on n'a pas d'arbres, où on cherche l'ombre, où en même temps en hiver on a très froid. C'est des questions, et donc construire durable, et notamment avec des écomatériaux, construire avec des choses qu'on savait faire il y a 2 ou 3 siècles, voire plus. C'est aussi en fait construire des logements dans lesquels on est bien, on n'est pas obligé de chauffer, où en fait on arrive à avoir un confort assez important. Et en réalité, c'est pas si compliqué. Moi, je sais aussi que je veux dire, et c'est ce que je dis en France, et j'échoue souvent à imposer ce point de vue, mais c'est possible en fait. C'est juste un changement de manière de faire et de pratique. C'est arrêter de faire comme on a fait pendant 60 ans, mais c'est pas beaucoup plus compliqué. Les architectes savent faire, les écomatériaux, ils existent, et puis on peut apprendre. Et enfin, la dernière chose, et ça, moi, vraiment, j'y tiens beaucoup, c'est qu'on a aussi des modèles d'habitat qui permettent à chacun de s'y retrouver. Je parlais de dignité, mais par exemple, moi, je sais que pour qu'une famille vive bien, pour que des enfants grandissent tranquillement, pour qu'une femme se sente bien, il faut aussi qu'il y ait de la place, pas dingue, mais que en fait, pour faire ses devoirs, il faut qu'il y ait un endroit pour faire ses devoirs, et qu'en fait, on admette aussi qu'il faut que les familles aient un peu de place pour se loger, qu'on puisse avoir des chambres, avoir des terrasses, et ça aussi c'est important. Mais je pense qu'on est capable de le faire. Par contre, ça veut dire qu'il faut changer nos habitudes, et je pense que c'est ça le plus dur. Et je pense, c'est ce que j'allais vous poser cette question. Lorsque on prend une famille qui a toujours vécu dans une pièce et la mettre dans un appartement, il faut l'accompagner, parce que c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce qui se développe en eux, mais ils ne sont pas habitués, et parfois on dégrade les lieux parce qu'on n'est pas habitué à ces lieux. Donc je pense qu'il faudrait un accompagnement. Je sais que pour les HLM, ça a été un vrai problème. Ils se sont sentis marginalisés. Puis ensuite, peut-être que les populations n'ont pas entretenu aussi l'état des lieux. Ici en Égypte, on essaye d'éviter ce modèle-là, mais on voit qu'il y a un gap. C'est vraiment les prendre des bidonvilles et les mettre dans des immeubles. Il faut les accompagner, ces personnes-là. Il ne faut pas les lâcher dans ces bâtiments-là. Alors, en tout cas, je vais juste parler un peu de l'histoire française pour nous apprendre ça. Parce que nous aussi, on a eu des bidonvilles. Hein. On avait des bidonvilles dans les années 60, à Nanterre, à côté de Paris, à Saint-Denis. Hein. Alors, c'est vrai que dans ces années-là, le mouvement HLM, le modèle HLM, a permis d'éradiquer les bidonvilles, d'y mettre fin, et donc de sortir des populations de la grande précarité. Mais en même temps, à cette période-là, les HLM, en France, c'était aussi la promesse d'avoir de l'eau courante, une salle de bain et des toilettes privatifs. C'est-à-dire un confort de vie très fort. Il n'y avait pas notamment des chambres pour tous les enfants et les parents, mais on avait cuisine, salle de bain, eau courante. Et donc, les HLM ont été porteurs d'innovation et de modernisme et de progrès pour la vie quotidienne. C'est ce qui a permis cette très bonne acceptation. Par contre, ce qui s'est passé, qu'on a connu nous, c'est qu'il y a eu des effets de ghettoisation, parce que c'était les plus pauvres à un moment qui étaient tous mis dans les mêmes territoires, et donc ça a posé évidemment des questions de mixité sociale. Mais si on regarde même aujourd'hui, si on apprend à construire avec les usages des familles, nous on a ces questions-là de savoir est-ce qu'on fait une pièce qui n'est pas que pour la famille, mais qui est pour toute la communauté de l'immeuble, à partager. Est-ce que quand on construit en Outre-mer, puisque nous c'est notre sujet, est-ce qu'on a des cuisines qui vont être collectives ou qui vont être dehors? Parce que dans certains territoires d'Outre-mer, on va cuisiner dehors et jamais à l'intérieur, pour des tas de raisons. Donc prendre en compte l'usage me semble très important. Et c'est ça aussi, alors en tout cas notre conception française du bailleur social, le propriétaire de ces logements, c'est que nous on ne fait pas que louer. On fait rentrer des familles, on les accompagne. Et la question de l'accompagnement social, vous en parlez, c'est l'accompagnement dans le logement, mais ça peut être aussi l'accompagnement dans sa vie. Exactement. Parce qu'on a, nous, aujourd'hui, des enjeux de vieillissement, comment on accompagne nos locataires âgés qui se retrouvent seuls. Est-ce qu'on va leur proposer d'autres logements qui sont plus adaptés à leurs besoins? Donc, vous voyez, c'est faire avec le locataire dans sa durée, et surtout être bailleur social, selon notre conception, c'est construire, louer, accompagner. C'est les trois en même temps. C'est pas juste je fais un logement et je tire un loyer. Si on a cette vision-là, en fait, c'est une vision désastreuse, parce que, en effet, les logements ne seront pas entretenus. Et je pense aussi que ce qui est intéressant, et certainement que c'est fait ici, je l'ignore, mais concerter avec les habitants. C'est-à-dire, quand on fait des nouveaux quartiers, de leur demander
comment vous envisagez vos quartiers? Est-ce qu'on a envie d'une place où tout le monde peut se retrouver? Est-ce qu'on veut un endroit où les gens peuvent discuter? C'est une vraie question qu'on a tous, hein. Nous, on a des programmes de rénovation urbaine en France où on refait des places, hein, parce qu'en fait, elles n'existaient pas. On construit des centres-villes. On se pose la question de où sont les aires de jeu pour jouer au football, par exemple, pour les enfants. Bon, et ça, en fait, c'est une vraie discussion locale. Et voilà, interroger les usages, ça peut en effet éviter de faire ces erreurs dont vous parlez, qui existent, où on a construit massivement pour répondre à une crise, mais en fait, les gens, on les a sortis d'un lieu désagréable dans lequel ils vivaient, mais dans lesquels il y avait peut-être des communautés, des liens, et qu'ils n'arrivent pas à retrouver dans un programme juste de... Enfin, comment dire, c'est pas un building simple qui va répondre à ces enjeux-là. Donc oui, il faut travailler sur les usages, il faut travailler avec les gens. Et bon... on a tous un peu tendance à l'oublier, en fait. C'est vrai, vous avez raison. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous vous attendez de ce forum urbain mondial à sa 12e édition? Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a lieu en Afrique et qu'il a lieu en Égypte. Je pense que c'est très important parce que on est sur le continent où se pose la question de l'accélération galopante de l'urbanisation. Et se pose la question, à mon avis, majeure, mais pas que, mais notamment majeure, de comment est-ce qu'on accueille ces populations. Et par ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comment on va adapter au dérèglement climatique. Moi, ce que je trouve intéressant en plus, c'est que ce forum, il se tient juste après la conférence onusienne sur la biodiversité, dont beaucoup de membres qui sont présents aujourd'hui ici y étaient, où ils disent d'ailleurs que ça n'a pas beaucoup été prolixe, hein, cette conférence. Mais dans ce forum, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de pouvoir déjà se dire comment est-ce que l'aménagement urbain va permettre de lutter contre le dérèglement climatique et non pas de l'accélérer. Ça, je pense que c'est essentiel. Ensuite, parce que c'est un désir d'ONU Habitat, comment le logement peut être intégré à cet agenda urbain et donc répondre à ces questions-là. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'en fait, riche de nos expériences, on arrive à apprendre. Je veux dire par là que moi, j'ai cette chance, je viens d'un pays, je le représente, qui a une politique très ancienne sur le logement. Mais on va dire les choses franchement, il y a 100 ans, on avait de l'insalubrité dans toutes les villes de France et les gens vivaient très mal. Le logement Donc tout est possible. Exactement, premièrement. Mais surtout, moi, j'ai aussi à apprendre. Et je le dis parce que c'est sur ce continent, et y compris en Égypte et dans les pays avoisinants, que se construisent beaucoup de solutions sur le dérèglement climatique, que se construisent des réflexions très fortes sur les énergies renouvelables, à une échelle, pas d'une petite opération, à une échelle massive, régionale pour produire, et notamment comment on utilise l'énergie du soleil. C'est là aussi qu'on peut interroger sur des questionnements de comment est-ce qu'on replante, on reverdit des territoires qui connaissent la désertification et que ça tient. Donc, et par ailleurs, des modes constructifs que nous-mêmes on a un peu oubliés, on a beaucoup à apprendre de... Et donc c'est important aussi de bien le penser, et c'est ça qui est intéressant au forum urbain, c'est que chacun n'est pas là en disant moi j'ai une solution, je te l'enseigne et puis je m'en vais. On est tous en train de s'imprégner de cela. On est aussi, on accepte aussi la critique. Et moi je trouve intéressant, voilà, qu'on puisse avoir cette collaboration-là et qu'on se dise qu'ensemble c'est possible. Parce que c'est vrai que ce qui est difficile à vivre pour nous tous ici, c'est de se dire qu'il y a tant de gens qui vivent mal en fait, qui n'ont pas de lieu pour vivre correctement, qui vivent dans des bidonvilles, voire dans rien du tout. Et la question de savoir comment est-ce qu'on les protège, parce que ça par contre j'en suis intimement persuadée, redonner de la dignité aux personnes, c'est aussi un moyen de construire la paix, d'apaiser les conflits, et dans cette période on en a énormément besoin. Et c'est vrai que voilà, on est dans un lieu où on peut parler de ça, et pour nous c'est quand même une belle occasion. Madame la Présidente, c'est un plaisir de vous avoir sur notre antenne Nile TV International. Merci à vous. Et je vous souhaite un bon séjour en Égypte et une bonne édition du Forum Urbain Mondial. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Merci.